Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci, cher Bernard, pour l'invitation. Déjà la troisième fois que j'ai le plaisir de venir à la maison d'un ami palatinat. C'est toujours un grand plaisir de venir à Dijon et à cette maison. Donc, merci beaucoup. Et je te félicite aussi, cher Bernard, pour la thématique que tu m'as donnée. Donc, lier le 8 mai avec le 9 mai, c'est, je trouve, une très bonne façon d'approcher ces deux anniversaires. Mais effectivement, c'est un grand défi que j'essaie de relever dans la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Donc, je vais commencer par une proposition. Comment on peut lier les deux dates, le 8 mai et le 9 mai. Donc notre intérêt ce soir, c'est la construction européenne. Bien sûr, je vais parler du 8 mai en France et en Allemagne, mais je vais surtout parler de la signification de cette date pour la construction européenne, en liaison avec le 9 mai. Donc si on regarde ces deux dates, le 8 mai et le 9 mai, peut dire le 8 mai symbolise la motivation de la construction européenne et le 9 mai lance la méthode avec laquelle elle sera entamée. Donc, c'est aussi un peu les deux parties que je vais vous proposer ce soir. D'abord le 8 mai, après le 9 mai. On va regarder un peu ce qui s'est passé exactement le 9 mai ou autour du 9 mai. Et après, on va, comme a proposé Bernard, regarder un peu vers le présent. Donc, commençons un peu par le 8 mai. En France et en Allemagne. Donc là, j'ai mis ensemble deux photos qui symbolisent un peu comment le 8 mai a été vécu très différemment à Paris. C'est le 8 mai à Paris. Donc la joie, fête de la victoire. Et à Berlin. À Berlin, c'est une des photos les plus connues, je dirais, du XXe siècle, prise par un photographe soviétique, un soldat soviétique qui hisse le drapeau de l'Union soviétique sur le Reichstag dans un Berlin totalement détruit. Pourtant, donc là, on voit la différence entre l'ambiance à Paris et à Berlin, mais le 8 mai reste une date problématique pour nos deux pays, pour l'Allemagne et pour la France. Pourquoi c'est une date problématique pour la France? D'abord, qu'est-ce qu'on fête le 8 mai? Qu'est-ce qu'on commémore le 8 mai? La libération du territoire en France a commencé beaucoup plus tôt que le 8 mai. Bon, j'ai listé quelques dates. La Corse a été libérée déjà en 1943. On peut même commencer avec la France d'outre-mer, avec la Tunisie, avec l'Algérie, avec l'Afrique du Nord. Mais donc, si on commence par la France métropolitaine, la libération commence beaucoup plus tôt que 1945, avec la libération de la Corse, après le débarquement en Normandie, Bayeux le 7 juin, après Paris le 25 août. Juste après le débarquement dans le sud, de Marseille, Nice qui s'est auto-libérée, le 11 septembre, Dijon. Donc chaque ville a 100 jours de libération et le 8 mai est un peu l'apogée, mais ce n'est pas pour ces villes que j'ai listées, c'est vraiment pas la date la plus importante. La date de la libération de l'occupant, c'est la date qui est individuelle à chaque ville. Après, si on prend la période entre le débarquement en Normandie en 1944 et le 8 mai 1945, c'est la période, je dirais, la période la plus compliquée, la plus déchirante de la Deuxième Guerre mondiale en France. Donc, entre ce début de libération, entre ce moment de joie, de liesse à Paris,
au mois d'août 1944 jusqu'à la libération en 1945, on a la guerre civile entre le maquis qui devient beaucoup plus fort depuis 1943, depuis l'introduction du service du travail obligatoire, le STO, et la milice, donc les forces armées politiques très politisées du régime de Vichy, qui mènent entre eux une sorte de guerre civile. La période entre 1944 et 1945 est une période atroce par rapport, en ce qui concerne le comportement de l'occupant, les massacres les plus atroces faits par l'occupant contre la population civile se situent dans cette période. Par exemple, le massacre d'Oradour sur Glane se situe dans cette période. Ce qui est aussi très compliqué, déchirant aussi, c'est l'épuration, et l'épuration commence par l'épuration sauvage, donc un règlement de compte avec la collaboration qui n'est pas organisée, qui ne se passe pas dans le cadre de l'état de droit. Et le notoire dans cette période d'épuration sauvage, c'est la punition des femmes qui ont eu des relations, qui sont accusées d'avoir eu des relations sexuelles avec des soldats allemands et qui sont tondus et promenés comme ça, ou souvent aussi nus, dans les villes. Donc l'épuration sauvage qui introduit déjà des clivages dans cette société française qui est en train de se libérer de l'occupation et du régime de Vichy. Et aussi, dès 1944, commence le conflit politique autour du pouvoir politique en France. Donc l'unité de la résistance, qui a été forgée par le général de Gaulle en 1943, n'est pas très durable. Déjà en 1944, les premières frictions dans cette unité de la résistance commencent à se faire sentir, et surtout le conflit de pouvoir entre le communisme et le général de Gaulle éclate dans cette période. Je rappelle que déjà en 1946, le général de Gaulle quitte le pouvoir. Donc ce conflit politique commence déjà en 1944. Donc quelle est la signification du 8 mai en France? Est-ce que c'est la fête d'une victoire? C'est le nom officiel maintenant, c'est Victoire 45. C'est l'interprétation du général de Gaulle. Il dit le 8 mai 1945, c'est la victoire des Nations Unies, c'est la victoire de la France. Et bien sûr, pour lui, le 8 mai 1945 est étroitement lié au 18 juin, à l'appel du 18 juin, où il a dit la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Donc la prophétie du 18 juin, que la France sera libérée, sera sur le côté, aux côtés des vainqueurs, cette prophétie se réalise avec le 8 mai 1945. Donc, est-ce que c'est la fête d'une victoire? Est-ce que c'est la fin de la libération du territoire? Ou est-ce que c'est un jour ou une journée de commémoration des victimes de la guerre, de la déportation, des crimes de l'occupant et du régime de Vichy? Question. Après, ce qui rend cette date aussi problématique, c'est que la guerre n'est pas finie pour la France. Contrairement à d'autres pays, pour qui la guerre est vraiment terminée avec le 8 mai, pour la France, la guerre continue. Donc là, je vous ai mis une affiche célèbre. Hier, Strasbourg, demain, Saigon. Donc, les forces qui ont participé à la libération de la France, notamment la 2e division blindée du général Leclerc, partent tout de suite, presque tout de suite, en Indochine pour continuer la guerre, pour récupérer l'Indochine française, qui d'abord a été occupée par le Japon, et au moment où les forces françaises arrivent, une guerre contre un mouvement décolonisateur commence. Donc,
pour la France, la guerre n'est pas finie en 1945. Le 8 mai 1945. Et il faut rappeler aussi que le 8 mai 1945 annonce de nouveaux conflits. C'est le 8 mai à Sétif, en Algérie, où éclatent des violences. Il y a des manifestants qui montrent le drapeau algérien contre une interdiction par les autorités françaises. Il y a des manifestants qui sont tués après des massacres par des Algériens, la population arabe, contre des pieds noirs, répression sanglante, des milliers de morts. Donc ça annonce, bien sûr, ça annonce la guerre d'indépendance qui va éclater seulement 9 ans après. Donc le 8 mai annonce aussi ces nouveaux conflits. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une date compliquée. C'est une date compliquée. C'est beaucoup plus compliqué que le 11 novembre. C'est beaucoup moins évident. De même pour la main. Et là, je propose de commencer par un poème par Ernst Jandl. C'est un poète autrichien. Et ce poème, il faut le regarder, mais on peut aussi le lire à haute voix. Vous comprenez suffisamment bien l'allemand pour comprendre ce poème. Donc, je vais le lire, parce qu'il donne son impression quand on le lit. Markierung einer Wende, 1944. Krieg, 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 Krieg. 1945. Krieg, 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 Mai. Un changement, un tournant, c'est tout ce qu'il dit. Il ne parle pas de défaite, de libération, de rien. Juste un marquage d'un changement, d'un tournant. Donc, commençons par cette idée, un tournant, et donc Ernst Jandl, par la façon dont il présente le poème, et quand on le lit, ce tournant devient extrêmement évident, extrêmement marquant. Aujourd'hui, je vais anticiper un peu, aujourd'hui, en Allemagne, on parle du 8 mai comme un jour de libération. Un jour de libération, mais bien sûr, en 1945, ce n'est pas ainsi. Le 8 mai 1945 est d'abord un jour de défaite. Marque une défaite humiliante pour l'Allemagne. C'est la fin de la guerre, mais aussi, ce n'est pas la fin des violences, parce que les expulsions forcées de 10 à 12 millions d'Allemands des territoires de l'Europe centrale et orientale se poursuivent ou commencent avec la fin de la guerre. Donc, pour beaucoup d'Allemands, les violences deviennent encore plus atroces avec la fin de la guerre. C'est une société humiliée, totalement désorientée, appauvrie, affamée, en souffrance. Donc là, on voit une image d'une ville détruite, très typique pour l'état des villes allemandes. On parle de la Stunde Null, de l'heure zéro en Allemagne, pour marquer cette humiliation profonde de la société allemande. C'est le début du statut d'occupation. Quelques jours après, l'occupation commence, et c'est en fin de compte le début de la séparation. Pas tout de suite, parce que, on peut encore pendant plusieurs années traverser de l'Est à l'Ouest, mais c'est le début de la séparation. La commémoration du 8 mai sera très difficile.
le premier président de la République fédérale, pas le chancelier, mais le président de la République fédérale, Theodor Heuss, il dit « Au fond, ce 8 mai reste le paradoxe le plus tragique et le plus discutable de l'histoire pour chacun d'entre nous. Pourquoi donc? Parce que nous avons été à la fois délivrés et anéantis. » Donc déjà, c'est quelques années après 1945, c'est en 1949 que Heuss exprime ce point de vue. Déjà, à ce moment, on commence à réfléchir sur cette dialectique de la journée. À la fois, on a été délivré du régime de Hitler, mais anéanti et détruit. Konrad Adenauer, fait assez intéressant, il fait voter la nouvelle constitution, la loi fondamentale, le 8 mai 1949. Donc, le début de la reconstruction politique, il est marqué le 8 mai 1949. En RDA, une vision très différente de l'histoire allemande. La RDA se voit du côté de l'antifascisme et il commence déjà en 1950 la commémoration du 8 mai comme le jour de la libération du peuple allemand du fascisme hitlérien. C'était l'expression RDA pour les nazis, c'était les fascistes hitlériens, pour éviter l'expression socialiste, national-socialiste, pour exprimer que c'était les fascistes hitlériens. C'est seulement à partir des années 70 qu'une nouvelle interprétation du 8 mai commence, se stabilise. Et là, une date importante est un discours du président de la République fédérale, vous le voyez là, Richard von Weizsäcker, qui, le 8 mai 1985, décrit le 8 mai comme une journée de libération. Une journée de libération est maintenant dans l'opinion publique allemande et dans la culture historique officielle. Le 8 mai symbolise une journée de libération et la commémoration se focalise sur les victimes du nazisme, sur les victimes juives surtout, mais aussi toutes les autres victimes du nazisme et beaucoup moins sur les victimes de la guerre, les soldats ou les expulsés qui ont été tués. C'est plutôt les victimes tuées par les nazis qui sont commémorées le 8 mai aujourd'hui. Attaquons progressivement le 9 mai en parlant d'abord de la relation entre la Deuxième Guerre mondiale et la construction européenne. J'ai dit que le 8 mai, la fin de la Deuxième Guerre mondiale est la motivation pour la construction européenne. Mais l'idée de la construction européenne, l'idée de la réconciliation franco-allemande, l'idée d'une fédération européenne ne date pas d'après-guerre. C'est la résistance qui commence à parler de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. On peut évoquer cette figure clé de la résistance française, Henri Freinet. Il est malheureusement beaucoup oublié ces jours-ci, mais c'était quand même le fondateur du plus grand mouvement de la résistance, Combat. Combat qui était aussi un journal clandestin, qui avait des forces armées, qui était le plus grand et le plus structuré mouvement de la résistance française. Henri Freinet avait appris l'allemand entre les guerres à Strasbourg. Il connaissait très bien l'Allemagne et pour lui, la résistance luttait contre l'hitlérisme, contre le nationalisme, mais pas contre le peuple allemand.
Donc il essayait, il distinguait entre les nazis et le peuple allemand. Et pour lui, il était essentiel qu'avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on attaquait la réconciliation définitive entre l'Allemagne et la France dans le cadre d'une fédération européenne. Donc, à partir de 1945, déjà dans ses publications de la période de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, il parle de la fédération européenne et de la réconciliation franco-allemande, et dès 1945, il commence à lutter pour la construction européenne. Donc ce n'est pas seulement dans la résistance française où on parle de la construction européenne, mais aussi dans la résistance italienne. Là, on parlait de deux grands antifascistes, Altiero Spinelli et Ernesto Rossi, qui étaient prisonniers sur l'île de Ventotene, et qui, sur cette île, ont rédigé un manifeste pour une Europe fédérale. C'est le manifeste de Ventotene. Manifeste de Ventotene, c'est une histoire absolument incroyable. Ils ont rédigé ce manifeste, ils étaient prisonniers, ils ont rédigé ça sur du papier à cigarette. Incroyable. Et c'est la femme apparemment la femme d'Altiero Spinelli qui a réussi à faire sortir ces feuilles dans un poulet. Histoire incroyable. Et c'est vraiment un des textes les plus importants pour vision pour une Europe fédérale. Altiero Spinelli, je ne sais pas si vous le connaissez, il était membre du Parlement européen. Il a consacré sa vie à cette idée de fédération européenne. Voilà, là on trouve déjà quelqu'un qui devient très important le 8 mai, c'est Jean Monnet. Jean Monnet qui avait déjà à cette époque une carrière assez importante et variée. C'était un négociant de cognac, de la ville de Cognac. Et comme les négociants de Cognac étaient des gens d'une mentalité globale, ils vendaient le cognac partout. Monnet parlait très bien anglais, il connaissait l'Amérique, il connaissait l'Amérique latine, il connaissait très bien la Grande-Bretagne. Et dès sa jeunesse, il était convaincu de l'interdépendance du monde moderne et que la souveraineté nationale n'était plus adaptée pour un monde interdépendant. Après, il a travaillé pour la Société des Nations, le prédécesseur de l'ONU. Il a travaillé en Chine comme banquier. C'est une vie absolument romanesque. En 1943, il a rejoint De Gaulle à Alger comme un délégué du gouvernement américain, et il rédige à l'intention de Gaulle un mémorandum pour la création d'une entité européenne. Il parle d'une entité européenne. Et là, une phrase de son mémorandum pour une entité européenne: il n'y aura pas de paix en Europe si les États se reconstituent sur une base de souveraineté nationale, avec ce que cela entraîne de politique de prestige et de protection économique. Bon, avançons vers le 9 mai 1950. La situation. La guerre froide s'est installée. Depuis 1947-1948, la guerre froide s'est installée. En 1950, nous avons déjà la guerre de Corée, qui est un peu une analogie pour la situation de l'Europe, un pays divisé en deux, à la frontière du monde communiste et capitaliste ou américain. La situation en Europe, c'est que l'Allemagne,
l'Allemagne de l'Est, reste exclu du système international qui s'est mis en place. Il est exclu du Conseil de l'Europe, c'est la première organisation politique en Europe, le Conseil de l'Europe. L'Allemagne ne fait pas partie, elle ne fait pas partie de l'OTAN, qui a été créée en 1949, à l'initiative surtout des puissances européennes comme la Grande-Bretagne et la France, hein, qui ont poussé les États-Unis à soutenir ou à assurer la défense de l'Europe. Donc ce sont les États-Unis qui poussent vers une inclusion de la République fédérale dans ce système, dans le bloc occidental. Pour renforcer le bloc occidental, ils veulent que l'Allemagne rejoigne ce système international qui s'est créé après la guerre. Donc, c'est un défi pour la France. La Grande-Bretagne est aussi favorable à cette intégration de l'Allemagne, mais la France reste indécis. Voilà, là vous voyez le gouvernement de l'époque, le gouvernement de la déclaration Schuman. Là vous voyez Georges Bidault, président du Conseil, René Pleven, un grand résistant, Vincent Auriol, le président de la République, et Robert Schuman. Robert Schuman, à l'époque, ministre des Affaires étrangères. Donc le dilemme de la France, c'est l'orientation de la politique allemande de la France qui est en jeu. Bien sûr, très très important, c'est l'intérêt de sécurité. C'est toujours un leitmotiv de la politique de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Comment s'assurer que l'Allemagne ne devienne pas une menace. Et c'est, après-guerre, de nouveau la motivation centrale de la politique de la France vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, comment s'assurer d'une paix durable avec l'Allemagne, donc comment éviter les erreurs du traité de Versailles, qui n'a pas créé une paix stable. Après, la question aussi des ressources de l'Allemagne. L'Allemagne a des ressources de charbon extrêmement importantes dans la roue. Comment profiter des ressources en charbon de l'Allemagne pour l'industrie de l'acier de la France. Et donc, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il y a le 10 mai 1950 un sommet des trois puissances occidentales, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, à Londres, pour définir la nouvelle stratégie vis-à-vis de l'Allemagne. Et tout le monde attend la France, attend la proposition de la France. Et la France ne trouve pas, n'a pas vraiment une idée prête. Quoi proposer aux amis? Et ça, c'est l'heure pour ces deux hommes, Jean Monnet et Robert Schuman, qui se connaissaient déjà très bien. Et Jean Monnet avait travaillé, il était à l'époque haut commissaire au plan, donc une sorte d'administration française qui anticipait l'évolution économique. Donc ce haut commissaire au plan, Jean Monnet, il a développé une idée. Un gouvernement européen, une autorité européenne pour le secteur du charbon et de l'acier. Donc il a une ébauche de ce plan et le 28 mai 1950, il envoie un collaborateur à la gare de Paris, à la gare de l'Est, et ce collaborateur soumet à Robert Schuman le plan et en disant, bon, regardez ça, c'est une idée pour mettre la relation franco-allemande sur de nouvelles bases. Robert Schuman, personnalité intéressante, je pense que tout le monde le connaît à peu près, il est lorrain, né à Luxembourg, grandi en Lorraine, il a fait ses études en Allemagne,
quand la Lorraine faisait partie de l'Allemagne. Bien sûr, il était germanophone. Il a après fait sa carrière politique en France. Il était un chrétien démocrate voilà, de premier plan. Bien sûr, par sa biographie, par son vécu, il est très très intéressé par une solution du problème franco-allemand. Donc, il passe ses week-ends en Lorraine, il a lu le projet, et quand il rentre du week-end, il dit « J'ai lu le projet, je marche ». C'est comme ça que transmet Jean Monnet le message de Robert Schuman. Donc, on se met au travail, on termine ce plan avec les collaborateurs de Monnet et de Schuman. Donc, le projet consiste à mettre sous une autorité commune les industries de charbon et d'acier en France et en Allemagne. Donc, pour proposer ce projet aux Français et aux Alliés, il faut bien sûr mettre au courant les Allemands et avoir l'OK ou l'accord du chancelier allemand. Donc là aussi, c'est une histoire assez rocambolesque. Schuman envoie un collaborateur, un autre Lorrain, un certain Michlich, à Bonn. Et ce Michlich, il se rend au chancelier Adenauer, il frappe à la porte et dit je suis un envoi du ministre des Affaires étrangères français, mais pas au courant le gouvernement militaire. Il y va comme ça, il est reçu par Adenauer, il lui soumet le projet, et Adenauer, bien sûr, est enthousiaste. Qu'est-ce que cherche Adenauer? Il cherche l'occidentalisation de l'Allemagne. Il veut rendre la République fédérale un pays occidental. Il veut la réintégration de l'Allemagne dans le système international par son occidentalisation. Donc, ce projet convient parfaitement à sa stratégie. Parfaitement. Donc, exprime la caricature là. Un plan pour ces deux hommes, Adenauer et Schuman. Qu'est-ce qui se passe le 9 mai? Ce Michlich, il donne un coup de fil à Robert Schuman et lui dit, bon, Adenauer est d'accord. Schuman, c'est le jour du Conseil des ministres, hein, et Schuman sort du Conseil des ministres pour prendre l'appel de Michlich qui lui dit c'est ok, Adenauer marche avec le plan. Schuman rentre au Conseil des ministres, il présente le projet et le projet trouve l'accord du Conseil des ministres. Et le soir même, le 9 mai, à la salle de l'horloge du Quai d'Orsay, il lance cette proposition d'une communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc, ça c'est l'histoire du 9 mai. Pourquoi? Bon, on dit souvent que c'est un projet révolutionnaire. Pourquoi c'est un projet révolutionnaire? Que c'est une nouvelle approche de la coopération internationale. Jusqu'à ce jour, la coopération internationale est toujours une coopération entre des États souverains. La souveraineté des États n'était jamais remise en question. Et c'est ça ce qui est révolutionnaire, que sur un secteur très très limité, le charbon et l'acier, la souveraineté nationale est abandonnée. Un secteur limité, mais essentiel parce qu'il est vital à la guerre. Sans l'acier, sans l'énergie, on ne peut pas faire la guerre. Donc si on met ensemble les ressources charbon et acier, comme ça l'exprime Schuman, la guerre devient matériellement impossible. La guerre entre la France et l'Allemagne devient matériellement impossible.
Donc, c'est ça ce qui est révolutionnaire. C'est pas la société des nations qui n'attaquait nullement la souveraineté nationale. Ce n'est pas le Conseil de l'Europe qui était uniquement une coopération politique. C'est une coopération économique pour des motifs ou pour des objectifs politiques. Après, ce qui est très important pour l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est acceptée comme un partenaire économique égal par la France, par un pays vainqueur, par un pays qui a été occupé par l'Allemagne pendant la guerre. La France accepte l'Allemagne comme partenaire égal. Et quand on se penche sur la construction européenne, c'est une nouvelle approche de la construction européenne parce qu'elle propose un cheminement par petits pas. Ce n'est pas le grand saut, c'est pas un moment constitutionnel où les États se mettent ensemble pour créer une fédération européenne d'un seul coup. C'est une approche par des petits pas concrets et réalistes. Et un saut dans l'histoire. Après, je vais revenir un peu dans les années 50, mais juste pour revenir à la liaison entre le 8 mai et le 9 mai. Là, nous avons un couple franco-allemand qui a très bien marché, une amitié entre deux hommes, entre Schmitt et Giscard. En 1975, Giscard d'Estaing propose à l'Allemagne que le 8 mai, la commémoration du 8 mai, qui est à l'époque déjà un jour férié en France, serait aboli, supprimé. Il écrit à Schmitt, le temps est venu d'ouvrir la voie vers l'avenir et de tourner ensemble notre mémoire vers ce qui nous rapproche et nous unit. Okay. Cette idée est très mal reçue en France. Très, très mal reçue en France. Surtout parce qu'on commence à cette époque, dans les années 70, on commence à s'intéresser de la période de Vichy, on commence à s'intéresser beaucoup plus à la collaboration, donc on se penche sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le rôle de la France et la société française dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette proposition de ne plus commémorer le 8 mai est compris comme une façon de mettre une fin à cette prise en compte de la Deuxième Guerre mondiale. L'idée n'est pas très bien reçue en Allemagne non plus. Parce que, c'est très intéressant, parce qu'il il a écrit cette lettre à Schmitt, et une semaine après, il n'a pas encore une réponse. Et il réécrit à Schmitt. Vous avez bien lu ma proposition? Oui, on a lu, mais en Allemagne aussi, on commence à réexaminer le 8 mai. Ce n'est plus le jour de la défaite. C'est devenu, ça devient de plus en plus le jour de la libération. Donc ce n'est plus une date qui nous sépare. C'est maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus une date qui nous sépare, mais qui nous explique pourquoi il y a le 9 mai. On a besoin des deux dates. Le 8 mai, c'est la motivation. Le 9 mai, c'est la façon dans laquelle on a attaqué l'avenir. Donc ça a fait plouf, cette histoire de suppression du 8 mai. C'était maladroit, mais c'était un beau geste, hein. C'était un geste, il voulait faire un geste vers l'Allemagne. Mais il a mal compris la situation en France et en Allemagne. Bon, j'aurai bientôt terminé. Je reviens dans les années 50.
Parce que déjà, en 1950, un deuxième problème se pose. C'est le problème du réarmement de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, bien sûr, elle est désarmée après 1945 et il y a beaucoup d'appréhension en Europe et surtout en France par rapport à un réarmement de l'Allemagne. Mais c'est les États-Unis qui poussent vraiment pour le réarmement de l'Allemagne. Pourquoi? La réponse est très simple. L'Allemagne est à la frontière de la guerre froide et ne participe pas à sa propre défense. Donc, à partir de ce moment, la construction européenne va se réaliser dans ce triangle France, Allemagne, États-Unis. Il y a toujours un autre pays. C'est toujours les États-Unis qui jouent un rôle dans les grandes questions de la construction européenne. Juste pour terminer avec la question de la défense, là. C'est Jean Monnet, encore une fois, qui conçoit le projet d'une communauté européenne de défense, de la défense. Une armée européenne, une prise de décision militaire commune de l'Europe, une communauté politique. Le traité est signé en 1952 et quand il faut aller vers la ratification du traité, il y a une opposition farouche en France, des oppositions, disons, nationalistes, du gaullisme et du communisme. Et on arrive à la situation en 1954, là, une très belle caricature, on voit le chancelier Adenauer, le président du Conseil, Pierre Mendès France, John Foster Dulles, le ministre, le secrétaire d'État des États-Unis, qui invite Mendès France à dire oui à ce mariage avec l'Allemagne. Mais Mendès France lui-même n'est pas convaincu du projet, n'est pas convaincu de la communauté européenne de défense, donc elle échoue dans l'Assemblée nationale française en 1954. Mendès France a d'autres priorités, il veut résoudre le conflit en Indochine. Donc la conséquence, c'est que c'est les États-Unis qui deviennent le maître de la sécurité en Europe. La RFA rejoint l'OTAN en 1955 et la sécurité et la défense seront exclues de la construction européenne. Voilà, jusqu'à bien sûr, il y a des efforts. Il y a l'après 89, il y a le traité de Maastricht, il y a la politique européenne de sécurité et la politique étrangère de sécurité commune. Mais, ça reste encore très, très insatisfaisant. Il y a souvent pas de consensus et il y a toujours ce grand frère outre-Atlantique, les États-Unis, qui définissent souvent la position de nos États vis-à-vis des grands problèmes les grandes conflictualités du monde. On voit ça aussi dans les clivages dans l'Union européenne depuis le 24 février 2022. Les clivages dans l'Union européenne, je propose de les appeler comme ça. Bien sûr, il y a les gaullistes. Les gaullistes qui sont pour une souveraineté, une autonomie européenne, pour rendre l'Europe plus autonome des États-Unis. C'est une lignée gaulliste, bien sûr. Le président Macron, il est beaucoup plus pro-européen que le général de Gaulle, mais là, avec ce motif de souveraineté européenne, il est gaulliste. Il y a les atlanticistes pour qui l'attaque russe contre l'Ukraine était un moment de se rappeler de notre dépendance des États-Unis et de la renforcer, de s'aligner encore plus
aux États-Unis. Après, il y a les pacifistes qui disent qu'il ne faut pas trop se mêler de ce conflit et rester en dehors. Et bien sûr, il y a des poutinistes. Il y a des personnes qui soutiennent le point de vue russe. Donc, si on prend ces 4 positions, ce sont des positions vis-à-vis de la guerre en Ukraine, mais aussi des positions vis-à-vis des États-Unis. Le deuxième mandat de Trump, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous choquent dans ce deuxième mandat, mais j'ai envie de terminer mes réflexions sur une note optimiste, car ce deuxième mandat de Trump, c'est aussi une énorme opportunité pour l'Europe. Parce que c'est maintenant notre hégémone américain qui nous tourne le dos. C'est plus à l'Europe de tourner le dos aux États-Unis, mais c'est déjà fait. C'est les États-Unis qui nous donnent ce message, comptez plus sur nous. Donc, ce mandat de Trump valide la demande de Macron pour une Europe stratégiquement autonome. Il faudra qu'il concrétise encore plus cette proposition et que la balle sera reprise par d'autres pays, notamment par la France. Donc, c'est une opportunité pour bâtir une défense européenne, mais bien sûr pas revivre le projet de la CED, le projet d'une communauté européenne de défense, d'une armée européenne. Non. Selon la méthode de Jean Monnet, ça veut dire par petits pas, par des pas réalistes et atteignables dans la situation actuelle. Et je pense que c'est ça ce que la Commission européenne, l'actuelle Commission européenne, essaie de faire passer aux États membres. Qu'il faut se lancer dans ce sujet de défense européenne par une approche monétiste, c'est-à-dire par des petits pas concrets et raisonnables. Voilà.